Bien, donc dans la dernière séance, on s'était arrêté au niveau du fait que dans la toute dernière phase de la reconstruction de l'univers, nous allons commencer par ce qu'on appelle la photosynthèse ou la nucléosynthèse. Désolé, la nucléosynthèse primordiale. Alors, c'est quoi la nucléosynthèse primordiale? Eh bien, c'est tout simplement ce qui est schématisé par la diapo suivante. Donc, lorsque les conditions de température l'ont permis, donc on est en présence de protons, de neutrons, qui s'associent pour donner donc ici un noyau de deutérium. Le deutérium au passage, c'est quoi? C'est tout simplement un isotope lourd de l'hydrogène. Si je prends deux noyaux de deutérium qui s'associent entre eux, eh bien ils vont former donc un noyau d'hélium. Et ils vont libérer ici un neutron. Si je prends, ou alors dans un autre cas de figure, donc on va générer ici le tritium, qui est tout simplement un isotope lourd de l'hydrogène, en libérant ici un proton. La même chose, donc je vais associer, donc vous voyez, donc on est parti d'un proton plus un neutron, neutron plus proton, et là l'association, d'accord? Donc cette association va aboutir donc à la formation d'une particule un peu plus complexe. On est parti du deutérium, donc qui est l'équivalent de l'hydrogène, puis l'hélium, donc c'est le tout dernier élément de la première ligne de la classification de Mendeleïev sur la première ligne, mais tout à fait à droite. Puis on arrive à l'hélium qui est un peu plus lourd, donc c'est une molécule beaucoup plus complexe. Si je prends un hélium 3 plus un hélium 4, eh bien je vais ici pouvoir construire, bâtir, si vous voulez, associer ou réaliser l'apparition d'une nouvelle molécule, du beryllium, qui possède une valence de 7, donc il est relativement beaucoup plus complexe. Si j'ajoute un électron, bien si mon ensemble ici arrive à agripper, à s'attacher un électron, eh bien je vais obtenir un autre élément qui est le lithium 7. Donc la lumière libérée et qui provient de toute partie ou de toute part de l'univers est appelée rayonnement fossile. C'est le vestige, donc ce sont les restes du Big Bang. Alors, les atomes d'hydrogène et d'hélium, qui sont formés suite à l'installation des électrons autour de leur noyau, tous les autres atomes qui forment l'univers seront produits par fusion successive au cœur des étoiles. Il faut imaginer le cœur d'étoiles comme une espèce de centrale nucléaire dans laquelle on procède à des réactions de fusion thermonucléaire, d'abord à partir de l'hydrogène, et de l'hélium, puis à partir de la fusion d'éléments de plus en plus lourds. Ceci est matérialisé donc par cette table qui est très connue, donc c'est la table de classification de Mendeleev, la table de classification des éléments chimiques. Eh bien, vous vous rappelez, donc ici nous avons l'hydrogène, c'est le premier. Tout à fait ici à droite, nous avons l'hélium. L'association de l'hydrogène et de l'hélium donc va donner naissance au beryllium. Si j'ajoute un électron au beryllium, donc j'obtiens le lithium, etc. Et alors à partir de là, donc on va commencer à bâtir des éléments de plus en plus lourds. Donc par exemple ici le bore, le carbone, l'azote, l'oxygène, le fluor et puis le néon. Et ensuite, on passe à la troisième ligne, donc le sodium, le magnésium, l'aluminium, la silice, le phosphore, etc., etc. Alors, ce tableau, donc, vous pouvez éventuellement mettre une pause sur cette vidéo et regarder donc la légende de chacune de ces trois lignes. Donc, par exemple, ici, nous sommes en présence de la nucléosynthèse 3 minutes après la création de l'univers jusqu'à 300 000 ans. Tout ce qui est en vert, donc, ce sont des produits issus de la nucléosynthèse stellaire, c'est-à-dire à l'intérieur des étoiles entre 300 000 ans, après 300 000 ans de la création de l'univers. Tout ce qui est en jaune, donc c'est des produits issus de la nucléosynthèse interstellaire, c'est-à-dire entre les étoiles avec des réactions de spallation, etc., etc. Donc, je vous laisse le loisir de lire très en détail ce tableau. Alors, les molécules dans les étoiles géantes, les réactions nucléaires se produisent ou bien produisent des neutrons libres. Quand une étoile explose, elle génère ce qu'on appelle une supernova. Alors, ces neutrons s'associent aux atomes pour former des atomes lourds. Alors, la combinaison d'hydrogène avec des éléments lourds aboutit à la formation de molécules relativement complexes, parmi lesquelles on aura l'eau, l'ammoniac et des molécules organiques, c'est-à-dire nous avons ici les conditions de l'apparition de la vie. Des molécules et ou des petits cristaux de glace
d'eau, de méthane, d'ammoniac, ici donc c'est le NH3, ont été identifiés et collectés sur des météorites ainsi que sur des comètes qui ont heurté la Terre. Ces molécules auraient servi de point de départ pour la construction de molécules plus complexes, comme une partie des acides aminés qui constituent le point de départ du monde vivant, et donc qui servent à l'identification des protéines. Donc, ceci est appelé la théorie de la panspermie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie qui existe actuellement sur la Terre serait, donc au conditionnel, serait venue de l'espace extraterrestre. Donc ces diapositives-là servent tout simplement à illustrer l'évolution de, de notre univers depuis la création, depuis son apparition jusqu'à l'état actuel. Donc vous avez également ces diapositives dans le Polycope, vous les avez sur la plateforme, vous les avez ici, donc vous pouvez mettre votre vidéo en mode pause et les lire à tête reposée. En synthèse ici, donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons à partir du Big Bang, nous avons l'évolution de notre univers. Vous voyez ici, donc nous avons un tramage de couleurs, puis nous avons ici les années, le temps, et sur cette échelle-là, nous avons le décalage vers le rouge, tandis que sur cet axe-là, nous avons donc l'axe de la température. Donc, à partir du Big Bang, nous avons connu une période d'inflation qui a, si vous voulez, duré, bon, regardez ici, 10 puissance moins 32 secondes, suivi d'une baisse de la température, d'accord? Et vous voyez, donc, nous passons de la couleur ici, on va dire blanche, la couleur bleutée, vers la couleur verte, puis vers la couleur jaune, puis vers la couleur orange, puis vers la couleur rouge. Cette dégradation ou bien cette aggradation de la couleur correspond en fait à la diminution de la température de la soupe primordiale qui est constituée le point de départ de notre univers. Et donc plus la température diminue, plus la couleur vire vers le rouge. Et vous avez ici donc les différentes compositions de la matière jusqu'à ce que nous connaissons actuellement dans notre univers. Alors, maintenant, on va passer à la caractérisation des étoiles. Donc, nous avons appris et nous avons, donc, si vous voulez, nous sommes mis d'accord que l'unité de base de l'univers, c'est la galaxie. Et l'unité de base d'une galaxie, donc, c'est une étoile. Et si on prend plusieurs centaines de milliards, ou voire même quelques milliers de milliards d'étoiles, donc on constitue une galaxie. Alors, les étoiles, par définition, donc une étoile, c'est quoi? Donc, une étoile, c'est une boule de gaz de taille gigantesque qui est suffisamment dense et suffisamment chaude pour qu'à l'intérieur de cette boule se déclenchent et s'amorcent des réactions de fusion thermonucléaire. Ces réactions de fusion thermonucléaire se manifestent par une émission de neutrons et un rayonnement électromagnétique qui est émis au niveau de la photosphère sous forme de lumière. Donc, toutes ces parties d'une étoile, on va les voir en détail dans les figures suivantes. Alors, comment se serait formée une étoile et comment va-t-elle évoluer? Alors, la formation des étoiles, une étoile constitue en fait une fraction importante de la masse totale de la matière ordinaire qui constitue l'univers. Une galaxie contient une centaine de milliards d'étoiles, approximativement. Donc, quand on dit une, ça reste incertain, mais bon, on peut aller d'une centaine à quelques milliers de milliards d'étoiles qui constituent une galaxie. Les étoiles naissent à partir du nuage interstellaire dense qu'on appelle la nébuleuse, grâce à la gravitation qui compresse la matière du cosmos. Donc, il faut imaginer que après le Big Bang, toute la matière est émise sous forme d'une nébuleuse, c'est-à-dire sous forme d'un nuage. Ce nuage, lorsqu'il va pouvoir être soumis à la force de la gravitation, donc ce nuage va commencer à s'agglomérer sur lui-même pour donner le point de départ de la formation d'une étoile ou bien de la naissance d'une étoile et de là, on va aller donc vers plusieurs étoiles, plusieurs milliers de milliards d'étoiles, donc vers la galaxie. À un moment donné, le nuage interstellaire atteint une phase appelée l'effondrement, c'est-à-dire il a subi une accrétion
qui a lieu lorsque la pression interne devient insuffisante, c'est-à-dire il y a une compensation de pression. Une pression interne qui empêche l'accrétion et l'effondrement des substances, puis un équilibre, puis la pression externe devient légèrement supérieure à la pression interne, et donc ici il y a effondrement. À ce moment-là, donc la température augmente dans la partie centrale. Et il peut y avoir donc des réactions nucléaires qui vont donner naissance à une étoile. En résumé, la formation d'une étoile va nécessiter une forte concentration de gaz nébulaire, une force gravitationnelle qui va rassembler et comprimer le gaz nébulaire, et l'effondrement de la nébuleuse gazeuse, et ensuite le déclenchement de la réaction de fusion thermonucléaire qui va aboutir à une étoile. Donc ici, c'est expliqué, donc vous pouvez mettre en pause et lire, mais globalement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici la nébuleuse qui va subir, donc lorsque la pression interne devient inférieure à la pression externe, qui va subir donc des phases d'effondrement, des phases d'agglomération. Et donc ces phases d'agglomération vont passer par plusieurs étapes jusqu'à atteindre, si vous voulez, l'apparition ou la naissance d'une étoile grâce à des réactions de fusion thermonucléaire qui se passent dans la partie centrale de notre étoile. Donc ici, vous avez le gaz, d'accord? Le gaz en rotation à une forte vitesse autour de lui-même, apparition de ce qu'on appelle une protoétoile ici, donc la partie centrale, une protoétoile, toujours autour d'un plan équatorial et avec un axe de rotation. Ici, la protoétoile commence à s'individualiser d'une manière bien parfaite, avec toujours ici la partie équatoriale qui contient un résidu de gaz interstellaire. Donc ici, l'étoile est bien individualisée. D'accord? Il est bien individualisé. Et dans le plan équatorial, ils vont donc se former ici, dans ce qu'on appelle le disque planétaire, il va se former des planètes. Et donc au départ, nous sommes à une dimension de l'ordre de 200 000 unités astronomiques. Et à la fin, on va se trouver avec une dimension de l'ordre de 100 unités astronomiques, c'est-à-dire c'est le rayon d'un système d'étoiles. Donc, ici, on va voir comment évolue une étoile depuis sa naissance jusqu'à sa disparition, jusqu'à sa transformation. Donc, nous avons ici la matière interstellaire ou bien le nuage interstellaire qu'on appelle également nébuleuse ou qu'on appelle aussi gaz interstellaire, qui va subir des phénomènes de contraction, apparition d'une protoétoile, début de la fusion thermonucléaire dans la partie centrale, et donc on obtient ici ce qu'on appelle une étoile de la séquence principale. Cette étoile de la séquence principale va subir des dilatations des couches externes et on aboutit à ce qu'on appelle une géante rouge. Au passage, donc protoétoile, étoile de la séquence principale et géante rouge, ce sont donc des classes d'étoiles. Cette géante rouge va évoluer de deux manières. Elle va évoluer vers ce qu'on appelle une étoile pulsante par un passage répété par un stade pulsant. Alors, pulsant, ça veut dire qu'il émet donc des pulsations périodiques et à fréquence constante. Cette étoile pulsante, lorsque sa masse est inférieure à 1,5 fois la masse typique de notre Soleil, elle va évoluer vers une naine blanche. Une naine blanche, c'est tout simplement une toute petite étoile de très forte lumière, hein, dans la masse, donc, qui possède une masse relativement faible. Par contre, sur l'autre aspect, la géante rouge va pouvoir éventuellement évoluer à ce qu'on appelle en une supernova. Vous vous rappelez dans les diapositives passées, donc on avait parlé lorsque une étoile ou bien lorsqu'une géante rouge explose pour produire une supernova, donc c'est le cas ici. Donc une supernova, donc c'est le produit de l'explosion de la géante rouge. Et ici, on assiste à la formation des éléments plus lourds que le fer, c'est-à-dire plus denses que le fer. Cette supernova va subir trois voies d'évolution. Si sa masse est toujours inférieure à 1,5 fois la masse typique de notre Soleil, donc elle va évoluer elle-même vers une naine blanche, ou alors si sa masse est comprise entre 1,5 fois la masse typique du Soleil et 2,5 fois la masse typique de notre Soleil, donc elle va évoluer vers une étoile à neutrons, ce qu'on appelle également un pulsar. Par contre, si le produit de l'explosion, si le supernova possède une masse
qui est inférieure, non, une masse qui est supérieure à 2,5 fois la masse typique du Soleil, eh bien, elle va évoluer vers un trou noir. Et ce trou noir, donc, il va agglomérer, il va absorber, il va, si vous voulez, déglutiner tout ce qui passe à proximité de ce trou noir. Alors, l'évolution des étoiles, après quelques milliards d'années, une étoile née va subir un gonflement. Et elle peut évoluer de deux façons. Donc ici, nous sommes en train de décrire ce qui s'est passé dans la diapositive suivante, passée. Si sa masse est faible, elle va évoluer vers une géante rouge, semblable à notre Soleil. Par contre, si sa masse est importante, elle va évoluer en une supergéante, après avoir traversé rapidement une phase de géante rouge. Donc, obligatoirement, il doit passer par géante rouge pour arriver à supergéante. Alors, ici, on va voir donc l'évolution de l'étoile. Donc, nous avons deux voies d'évolution. Vous avez ici le gaz nébulaire, apparition d'une étoile, d'accord? Cette étoile va évoluer vers une géante rouge et cette géante rouge, elle va s'alléger, elle va lâcher, elle va se débarrasser de ses couches externes pour donner une nébuleuse planétaire, d'accord? Et après, donc, elle va donner naissance à une naine blanche. Ou alors, en partant ici d'un nuage nébuleux, nébulaire, interstellaire, on va constituer de la même manière donc une étoile. Si cette étoile est d'une forte dimension, donc elle va évoluer vers une supergéante. Ici, la phase de géante rouge est intercalée à ce niveau-là, mais il ne va pas persister très longtemps. Donc l'évolution passe très rapidement vers une supergéante. Cette supergéante va évoluer soit en explosant vers une supernova, soit vers un trou noir, soit vers un- une étoile à neutrons. Alors la supergéante va subir d'importantes explosions qui vont disperser la plus grande partie de sa masse dans le milieu interstellaire. L'étoile est appelée alors une supernova. Les parties centrales de la supernova vont subsister sous forme d'étoiles à neutrons. Les étoiles, alors je rappelle ici que les neutrons sont issus des réactions de fusion thermonucléaire qui se produisent dans la partie centrale d'une étoile. Alors les étoiles les plus massives peuvent devenir des trous noirs. Donc ici en résumé, donc j'ai ici une étoile de la séquence principale qui évolue vers une géante rouge. Si la masse de l'étoile est inférieure à 6 fois la masse de notre Soleil, donc elle va évoluer vers une nébuleuse planétaire qui elle-même va évoluer vers une naine blanche. Par contre, si la masse de l'étoile est supérieure à 6 fois la masse de notre Soleil, il va évoluer vers une supernova de type 2 par une explosion. Et donc, celle-ci aussi possède donc deux voies d'évolution, une masse de cœur inférieure à 2,5 fois la masse de notre Soleil, donc on va aboutir à la formation d'une étoile à neutrons qu'on appelle aussi pulsar. Ou alors, si la masse du cœur supérieure est à 2,5 fois la masse d'un Soleil, par exemple de notre Soleil, eh bien, on va aboutir vers la formation d'un trou noir. Donc là, c'est juste une schématisation un peu plus artistique. Donc on part d'une étoile massive, enfin disons de notre nuage. On va aller vers ici une proto-étoile. La proto-étoile va donner lieu ou va donner naissance à une étoile normale. Nous avons ici la formation d'une géante rouge. La géante rouge va exploser pour donner lieu à une supernova qui va évoluer soit vers un trou noir, soit vers une étoile à neutrons. Ou alors ici, nous avons toujours notre, si vous voulez, notre nuage, une proto-étoile, une étoile normale. Elle va passer par une phase de géante rouge et à un certain moment, donc, elle va retomber dans une phase de ce qu'on appelle une planète nébuleuse qui va évoluer vers une naine blanche ou éventuellement vers, vers une naine noire. Alors, la nucléosynthèse stellaire. Donc, on a vu tout à l'heure la nucléosynthèse primordiale, c'est elle qui se passe à l'intérieur du nuage interstellaire pour donner naissance à- au point de départ d'une étoile. Maintenant, on va voir la nucléosynthèse qui se passe à l'intérieur d'une étoile. Alors, presque tous les atomes qui forment les éléments de l'univers qu'on connaît actuellement ont été produits par fusion au cœur des étoiles. D'abord à partir de l'hydrogène et de l'hélium original, puis par fusion d'éléments de plus en plus lourds, de plus en plus complexes. Donc, pour schématiser ça, on va voir rapidement cette diapositive. Eh bien, regardez, nous avons ici le cœur d'une étoile, avec ici le combustible de départ qui est donc l'hydrogène,
et on va convertir l'hydrogène en hélium avec une importante quantité d'hydrogène qui reste, l'hydrogène résiduel. Remarquez au passage ici la température est de l'ordre de 10 puissance 10, de 10 puissance 6 degrés Kelvin. L'étoile brille, elle perd son énergie, donc elle va se contracter en consommant son carburant essentiel qui est l'hydrogène jusqu'à épuisement. Sa contraction fait remonter la température. Lorsque si vous voulez, l'étoile primordiale se contracte, elle va faire remonter la température. Ici, le cœur d'hélium qu'on a construit, il va se consumer en utilisant une partie de l'hydrogène extérieur pour générer cette fois-ci du carbone, qui est un élément plus complexe. Le cœur de carbone qui a été ici, il va se consommer en s'associant donc soit à l'hydrogène, soit à l'hélium, pour former du carbone qui va se transformer ici en oxygène. Et donc, vous voyez qu'on passe à une structure concentrique, avec toujours persistance d'une quantité importante d'hydrogène, de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, puis de l'azote, du soufre, etc., etc., etc. Donc, au passage, retenez cette structure concentrique parce que elle sera à la base de la compréhension de toutes les structures internes des astres célestes. Et donc ici, d'une manière un peu plus générale, donc nous avons ici la couche externe du combustible de départ qui est l'hydrogène, suivi par une couche d'hélium, le carbone, l'oxygène, le néon, le magnésium, le silicium-calcium et puis un cœur de fer. Et donc au passage ici, donc je rappelle toujours, c'est peut-être un petit peu stupide de le répéter, mais il faut le retenir parce que c'est la base de la structuration interne de tous les astres. Donc ici, le cœur de fer, c'est-à-dire c'est les éléments les plus denses, les plus compliqués qui se trouvent au cœur des astres. Alors, l'évolution d'une étoile est généralement une suite de phases stables et de phases instables. Donc de phases stables, suivies de phases de réaction thermonucléaire qui font intervenir des noyaux de plus en plus lourds, entrecoupés d'effondrements gravitationnels qui sont stoppés quand la cendre, c'est-à-dire le reste précédente, devient à son tour combustible. Donc j'ai ici une phase de consommation d'hydrogène suivie d'un effondrement, consommation de l'hélium suivie d'un nouvel effondrement, consommation de beryllium suivie d'un nouvel effondrement, etc., etc. Donc c'est la schématisation de ce qui se passe ici. Alors, la durée de vie d'une étoile. Une étoile possède une durée de vie qui dépend essentiellement de sa masse. Si l'étoile possède une masse importante, la combustion est forte, c'est-à-dire vive, et le taux de production d'énergie est élevé, et par conséquent, le carburant qui forme, si vous voulez, l'étoile, le carburant nucléaire, est rapidement consommé, il est rapidement épuisé, et l'étoile vit une courte vie. Par contre, si une étoile possède une faible masse, son taux de production d'énergie est bien entendu faible, et par conséquent, sa durée de vie est relativement supérieure à celle qui possède une masse forte. Maintenant, on va parler des masses limites stellaires. Une masse limite stellaire inférieure à 1,6 10 puissance 28 kg. Les objets qui possèdent une masse inférieure à 1,6 10 puissance moins 28 kg sont appelés donc les naines brunes. Quand on parle d'un objet, donc c'est bien entendu, on parle des étoiles. Si la masse limite supérieure théorique est de 60 à 100 fois la masse de notre Soleil, qui est évaluée à 10 puissance 32 kg. Au-delà de cette valeur, l'étoile va se dissocier en multiples fragments, c'est-à-dire elle va s'auto-éclater, s'auto-exploser. Alors les étoiles diffèrent, quand on veut classer les étoiles, eh bien elles diffèrent par leur masse, leur température et leur luminosité intrinsèque. Sur la base de ces trois paramètres, le diagramme de classification suivant a été établi pour illustrer, si vous voulez, donc cette évolution des étoiles. Donc nous avons ici l'axe de la température, l'axe de la luminosité et vous avez également ici l'axe de la couleur. Donc, il faut savoir que toutes les étoiles passent par
cette phase qu'on appelle donc la phase des étoiles de la séquence principale, qui peuvent évoluer soit vers des naines blanches, soit vers des géantes rouges ou bien vers des supergéantes. Lorsque une étoile de la séquence principale va évoluer vers une naine blanche, vous voyez ici que sa couleur s'éloigne du rouge et se ramène vers les teintes bleutées à blanchâtres, mais aussi, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la température, elle, augmente et la luminosité diminue. Par contre, lorsque une étoile de la séquence principale évolue vers une géante rouge, eh bien ici, la couleur devient rouge, la température ici diminue, mais la luminosité relativement augmente. Alors, nous avons ici le cycle de vie d'une étoile. Donc, vous avez ici le point de départ qui est le point de naissance. Donc, ici, une protoétoile avec un nuage résiduel. Donc, les différentes phases de l'étoile. Par exemple, nous sommes ici à l'état actuel et à partir de là, une étoile va subir un réchauffement progressif pour arriver à l'état d'une géante rouge qui va se libérer, qui va, bon, enfin, pas se libérer, si vous voulez, se débarrasser des couches externes pour évoluer vers ce qu'on appelle une naine blanche, donc de forte luminosité, mais de dimension inférieure.